Hello hello, bienvenue dans cette deuxième saison de Nos Héritages. Si tu découvres le podcast, Nos Héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits. Nos héritières du jour sont Hanan Karimi, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg. À partir de sa thèse de doctorat, elle a publié le livre « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» À côté d'elle, Selwa Boujour, journaliste et cofondatrice de l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias. Elle est l'une des autrices de l'ouvrage collectif Her Story, Féminisme, Minorité, Visualité. Alors ma première question, c'est toujours pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à Nos Héritages ? Bonjour Sarah, bonjour Hanan. Déjà merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Et la raison pour laquelle je participe à ce podcast, c'est parce que le livre Her Story, c'est une forme d'héritage en soi. L'idée derrière le projet, c'était de créer un outil qui fait état d'une situation pour les générations à venir et de leur léguer un message, parce que d'ailleurs dans ce bouquin on écrit chacune une lettre pour nos petites sœurs, nos nièces et pour les petites filles, pour celles qui veulent avoir des enfants, qui liront ce bouquin en 2050. Donc je pense que ça s'ancre tout à fait dans la volonté du podcast de valoriser justement les héritages et les héritages migratoires notamment, parce que dans ce bouquin on a tout un background étranger. Ok, merci. Hanan ? Alors, bonjour Sarah, bonjour Selwa. Pourquoi j'ai accepté ? Je me suis pas posé cette question, en fait, ça va de soi. Je suis le podcast, je l'écoute. Je me rappelle t'avoir écrit, Sarah, suite à un épisode qui était très très fort, avec cette dame marocaine qui était Dunia. C'était super fort. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on valorise nos héritages, parce qu'il y a quelque chose de la transmission qui est important, et de ne pas recommencer tout le temps à zéro, et justement de savoir d'où on vient. Qu'est-ce que nos héritages peuvent nous apporter comme éclairage pour aller plus loin. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'être là, c'est super précieux. Et parce que Selwa, tu suis depuis le début nos aventures et nos mésaventures. Et Hanan, effectivement, très souvent tu me fais des retours sur les épisodes, et hyper rapidement après qu'ils soient sortis, et ça envoie de la force, donc ça fait super plaisir. Du coup, d'abord, on va parler justement de vos héritages et du parcours migratoire de vos familles. Est-ce que chacune, vous pouvez raconter en quelques mots ce parcours migratoire de vos parents ? C'est mon père qui a d'abord migré. Alors, d'abord d'espaces ruraux au Maroc, dans le nord-est du Maroc, vers des villes nouvelles, Berkane. Donc eux, ils étaient plutôt de Tafouralt, Afir. Ma mère Tafouralt, mon père Afir, et puis ils se sont retrouvés à Berkane, qui était une petite ville à l'époque et maintenant qui est plutôt une grande ville. Et puis dans les années 70, mon père a fait plusieurs pays d'Europe, plutôt dans l'Europe du Nord, Amsterdam, les Pays-Bas, la Suède, et j'en oublie certainement d'autres, parce que en fait il fait partie de cette génération d'hommes taiseux qui ne racontent pas trop leur histoire, mais il va falloir que je m'en occupe, parce que ça fait partie de mes héritages aussi. Et ma mère l'a rejoint une fois qu'il s'est installé en France et qu'il a été recruté dans une industrie automobile à Troyes, à la Chapelle-Saint-Luc plus précisément, dans le nord-est de la France. Et puis nous sommes nés, en fait, mes frères et sœurs, on est 7 dans la fratrie, à être nés en France du fait de cette migration. Et mes autres oncles, la Rahman, parce qu'ils sont décédés depuis, sont plutôt du côté de Amsterdam. Il y en a qui sont restés au Maroc. Et dans la famille de ma mère, la plupart sont restés au Maroc, sauf son frère, qui est venu faire ses études à Paris et qui s'est installé à Lille. Et voilà pour la trajectoire migratoire de mes parents.
Et du coup, ton père, il a quand même beaucoup voyagé. Tu disais d'abord au Maroc et puis après dans plusieurs pays européens. Qu'est-ce qu'il raconte de ces voyages-là? Alors, tu dis qu'il était heureux, mais qu'est-ce qu'il a quand même laissé passer comme information sur comment est-ce qu'il a vécu ces migrations? Il dit rien. Non, j'ai aucune information là-dessus. C'est de ma faute aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui a été coécrit avec Mariam Teganimine sur la vie devant nous, et qui, elle, est allée, c'est la dernière, je crois, de sa famille, de la fratrie, et elle a interrogé son père sur comment il est venu en France, et elle a politisé en fait cette histoire, et elle l'a réinscrite dans la grande histoire. Et quand j'ai vu ce documentaire, et puis ensuite j'ai reçu son livre Notre histoire de France, je me suis vraiment dit qu'il fallait que j'interroge mon père. Il fallait aussi que je sache. Bon, je sais pourquoi il est venu, la migration économique, le fait de vouloir avoir des jours meilleurs pour ses enfants, pour sa famille, pour pouvoir les aider. Mais j'ai pas d'autres informations en fait aujourd'hui. Et est-ce que ta maman, elle parle plus? Est-ce qu'elle a ces informations sur le parcours ou les ressentis de ton père? Ou est-ce que c'est vraiment avec les deux parents qu'il y a ce côté où c'est trop dur d'en parler ou pour d'autres raisons, on n'en parle pas? Ma mère parle beaucoup de ses origines à elle. De sa famille. Donc, j'ai une idée très précise de quelles sont les professions, quelles sont les trajectoires de ses oncles, de ses frères et sœurs, de sa mère, de son père. Mais pas tant que ça, en fait. Je pense que même mon père ne parle pas beaucoup à ma mère de ça. Et c'est pourquoi je pense que c'est important d'aller investiguer ça aujourd'hui, ouais. Je suis prête. T'es prête? Et donc justement, j'allais te demander comment est-ce que tu envisages cette démarche d'aller lui poser les questions. Est-ce que tu dis ok, cette fois-ci je pars pas sans réponse? Est-ce que ça reste un peu flippant? Comment tu le... En vrai, c'est intimidant. Parce que mon père, c'est rare les fois où on arrive à avoir des discussions poussées avec lui. Je crois que la dernière fois qu'on a réussi, j'étais même très surprise, c'est parce qu'on a commencé à parler de foot. Et là, il ne s'arrêtait plus. Mais d'habitude, c'est des monosyllabes pour les réponses. Il évite la discussion, en fait. Et je me dis que je vais y aller en sociologue, en fait. Je vais prendre mon téléphone pour enregistrer. Je vais lui expliquer que je veux faire un récit de famille, que je veux remonter sur plusieurs générations et qu'il a des informations importantes à me dire. Et donc, je vais essayer de tirer le fil en sociologue pour pouvoir avoir cette distance de mon père ne m'intimide pas quand je veux commencer à gratter dans son histoire personnelle et des choses qu'il ne dit pas. Et je pense que c'est important à un moment donné de les verbaliser. Ouais, je pense que c'est super important qu'il y ait cette verbalisation. Et je crois que nous aussi, en réalisant nos héritages, et il y a le film Laura Algérie aussi, où pareil, c'est l'un de ses grands-parents, c'est Lina Swalem, il me semble, c'est son grand-père qui parle aussi très très peu, et où en fait, tu te rends compte aussi que c'est ok de pas avoir des réponses à toutes tes questions, mais je pense que c'est de créer les espaces pour pouvoir les poser, qui fait beaucoup aussi dans cette... c'est cette volonté de savoir et de tirer le fil de ces héritages. Salwa, du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi du parcours de tes parents? Alors, donc moi je suis née ici, à Bruxelles, dans la commune de Saint-Josse. Et mes parents ont un parcours différent parce que mon père est né ici. C'est mon grand-père qui a émigré dans les années 60 dans le cadre des accords avec le Maroc pour ramener de la main-d'œuvre en fait en Belgique. Mes parents se sont rencontrés au Maroc pendant les vacances. Parce que du coup, mon père, quand il était jeune, retournait pas toutes les années parce que c'était difficile financièrement, mais une fois qu'ils étaient un peu plus stables, il retournait de temps en temps. Et en fait, ma mère était sa voisine d'en face. Et donc aujourd'hui, quand je vais au Maroc, il y a la maison de mon grand-père et juste en face, il y a la maison de ma tante. Donc c'est très pratique pour rendre visite à la famille. Il suffit de traverser et d'aller sur le trottoir d'en face. Et du coup, il s'agit plutôt d'un regroupement familial parce qu'ils se sont mariés quelques années après et ma mère est venue en Belgique en 94 pour vivre avec
avec mon père. On est originaire, mes deux parents sont originaires de la même région au Maroc, donc du Rif. Et comme toi, Hanan, mon grand-père vient d'un milieu rural, donc j'ai appris en grandissant qu'en fait, il était orphelin. Donc mon arrière-grand-père a manifestement été tué par une frappe aérienne espagnole. Je crois que c'était pendant qu'il faisait des courses, quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est retrouvé orphelin. Il a été séparé de sa maman d'une façon que j'ai pas encore réussi à éclaircir à 100%. Et du coup, il errait un peu ici et là. Il y a beaucoup, en fait, dans le Rif, il y a beaucoup d'hommes qui se sont retrouvés orphelins d'une façon ou d'une autre. J'ai des oncles aussi qui ont vécu sans leurs parents et qui ont été confrontés à la rudesse de la vie, à une très grande famine, parce que c'était une région qui n'était pas particulièrement très développée. Et du coup, voilà, il est arrivé en Belgique et d'un milieu donc, de la province en fait, de Nador, donc des campagnes du Rif. Et ma mère, elle, vient aussi de cette région-là et plutôt du côté de Zayou. Et elle est née à Oulet Settout, plus précisément. Donc voilà. Et comment est-ce que ta maman elle a vécu l'arrivée en Belgique, elle qui du coup est née et a grandi au Maroc? Ma maman n'était pas issue d'une famille défavorisée, ni spécialement bourgeoise, mais ils vivaient correctement. Et elle a été à l'école jusque, je pense, à 4e secondaire, et puis elle a arrêté. Et bien qu'autour d'elle, les filles étudiaient, pour elle, c'était pas nécessairement un objectif. Elle avait, comme c'était la culture aussi à ce moment-là, que ce soit au Maroc ou en Belgique, elle avait plus une vision et des perspectives d'avenir de créer un foyer en fait et d'avoir des enfants, etc. Donc elle avait une vie assez paisible en fait. Elle se levait le matin, elle faisait pas grand-chose en plus à la maison. Parce qu'ils avaient au Maroc il y a le phénomène des petites bonnes et donc c'était très courant à l'époque d'avoir des jeunes filles qui étaient issues de familles extrêmement défavorisées que les personnes prenaient à leur charge et qui vivaient. Donc ces petites bonnes venaient vivre dans des familles qui avaient plus ou moins les moyens et donc elles étaient nourries, elles vivaient avec ces gens en fait, elles étaient nourries, elles étaient habillées, etc. Donc elles faisaient pas grand-chose. Elle profitait de la vie en attendant son prince charmant, pour caricaturer. Hein. Et du coup, pour elle, ça a été, elle a vécu une sorte de déclassement en fait, en arrivant en Belgique. Souvent, on présente l'Europe comme étant l'Eldorado et comme étant l'immense opportunité qui a été présentée à toutes les personnes issues de l'immigration. Et on nous dit d'être bien content d'être ici, parce qu'autrement, on serait dans des campagnes et on travaillerait dans des champs, mais ce n'était pas nécessairement le cas de ma maman. Et donc elle arrive ici et comme beaucoup de gens issus de l'immigration, ce qui la frappe, c'est la grisaille parce qu'elle arrive en hiver, en automne. Et du coup, elle, justement, avait une vision de l'Europe qui était qui était erronée parce qu'elle était idéalisée en fait. Il y a ce truc qu'on appelle ça, le passeport rouge, c'était l'objectif ultime et donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle attendait, c'était gris, les gens n'étaient pas nécessairement les plus chaleureux et surtout elle était seule. Et elle a quitté une famille qui était très... où son quotidien était quand même assez enjoué. Quand elle me parle de l'époque, c'était vraiment des réunions familiales, des repas partagés, des fêtes, et même s'il y avait des difficultés, évidemment. C'est une période de sa vie qui était très heureuse. Et quand elle est arrivée ici, elle a été confrontée à des défis, la solitude, la barrière de la langue, même si elle a évidemment appris le français au Maroc. D'ailleurs, elle tenait des correspondances amoureuses en français avec mon père, que j'ai secrètement lues. Et donc oui, mon papa était ouvrier et il travaillait, donc il est technicien de transmission. Il travaillait dans un garage à Schaerbeek. Il travaillait chez Monsieur Luigi.
qui est un peu un pilier dans notre famille, parce que c'est le premier employeur de notre papa. Et à l'époque, les relations avec l'employeur n'avaient rien à voir avec la façon dont on peut envisager le travail actuellement. Donc, c'était vraiment familial. Et en plus, c'était un petit garage qui était dans la même rue qu'eux. Donc, pour illustrer le propos, c'était un monsieur très coléreux. Et quand ils se disputaient, mon père partait en disant « c'est bon, je ne travaille plus avec toi ». Et il venait le lendemain frapper à la maison en disant « allez Ali, reviens travailler ». Donc c'est clairement pas des choses qu'on voit aujourd'hui. Donc quand on en parle, on en rit bien. Mais donc voilà, il était payé à la semaine en francs. Et ma mère me racontait que toutes les semaines, ils n'avaient rien du coup dans leur appart. Ils vivaient dans la maison que sa grande sœur avait achetée. Sa petite sœur, sa grande sœur, pardon. Fatiha, c'est sa grande sœur. Donc elle a acheté une maison, et donc c'est des maisons de rapport qui n'étaient pas très chères à l'époque, et chacun avait son étage. Donc sa grande sœur au rez-de-chaussée, je pense que lui était au premier, et au deuxième il y avait sa petite sœur. Et du coup il n'y avait rien. Leurs amis leur avaient offert l'électroménager le plus important et le plus onéreux, comme la gazinière, etc. Et le reste il fallait l'acheter. Donc ils allaient toutes les semaines chez son meilleur ami, Mohamed, Momo, qui a un magasin à la rue de Brabant, toujours actuellement. Et ils allaient acheter des lustres, des plateaux, des verres à thé et l'essentiel pour vivre et tous les ustensiles de cuisine. Et donc, elle a dû patienter très fort. Et puis, elle m'a eu aussi assez rapidement. Donc, moi, je suis née en 95. Et donc, ce qui la frappe le plus, c'est vraiment ce déclassement. Donc, parce que je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé à ta famille de t'aider ? Et alors, elle m'a dit, mais moi, je ne leur ai jamais parlé de ça. Et je pense qu'encore aujourd'hui, quand les gens vont en Europe, ils ont cette espèce de tabou, en fait, parce que, encore une fois, c'est présenté comme étant l'Eldorado, comme si l'argent poussait dans les arbres, alors que la plupart du temps, quand on vient ici, on doit se retrousser les manches et on doit vraiment travailler d'arrache-pied pour réussir à construire quelque chose. Et du coup, voilà, elle n'a pas partagé ça avec sa famille, elle n'a pas partagé la difficulté. Et donc, ce qui doit vraiment résumer sa venue ici, c'est la solitude, la grisaille et le déclassement social. Par contre, et c'est peut-être une différence qu'on a qui est générationnelle, c'est qu'elle a rencontré, en m'inscrivant à l'école, du coup, elle a rencontré ses meilleures amies, qui sont toujours ses copines aujourd'hui et qui sont vraiment très proches et sur qui elle peut compter. Donc c'est Melika, Hanan et Enza, qui sont comme des mamans pour moi aussi. Et donc, je vais pleurer, au secours. Et du coup, oui, c'est... C'est toi qui as dit au début que c'était le moment pour pleurer. Hein. Oui, j'ai dit ça en off. Et à l'époque, il y avait une réelle entraide. Et les gens se sont installés, les gens issus de l'immigration se sont installés dans certaines communes. Il y avait une ghettoisation. Et ils étaient tous du côté de la place Lys, principalement. Rue des Palais, rue de la Poste, rue de Brabant, etc. Avenue de la Reine, tout ça. Et à l'époque, c'était encore assez diversifié. Il y avait des Espagnols, des Italiens, des Grecs, des Belges, des Juifs. Et les premières familles marocaines qui sont arrivées dans les années 60 et qui ont continué du coup à affluer plus tard. Donc voilà. Et pour avoir questionné mon père à ce sujet, ils étaient vraiment dans une coexistence très forte dans ces quartiers-là où au départ il n'y avait pas nécessairement des très grosses manifestations de racisme, mais il me disait que quand ils jouaient ensemble, donc quand il était jeune, il y avait toujours ce moment où il allait avoir un conflit et alors on lui disait de retourner dans son pays, alors qu'en fait il est né à Bruxelles. Et par contre, pour avoir aussi questionné son frère aîné, ils me disent tous les deux que le racisme s'est vraiment très fort manifesté et a commencé à devenir institutionnel dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, où là vraiment, donc après 20 ans, quand ces gens se sont installés, qui sont restés du coup, qu'ils ont eu des enfants, ce qui n'était pas le plan de base, où ils ont commencé à vraiment sentir, en allant à l'école notamment,
en cherchant du travail, etc., que c'était beaucoup plus dur. Ben, on en reparlera sûrement après. Hanan, toi, comment ça s'est passé du coup ton enfance? Est-ce qu'il y avait aussi une communauté ou est-ce que il y avait ce truc de vous étiez un peu tout seul dans la ville où tu as grandi? Comment ça s'est passé? C'est surprenant cette question parce que j'ai moi-même, en fait, je me suis déplacée dans différents espaces sociaux. J'ai grandi alors ça s'appelait Dallas. C'était pas Dallas, c'était à la Chapelle Saint-Luc. Parce que c'était des grandes tours HLM de 14 étages. Et donc on habitait en HLM, on était 7 enfants, donc on était 9 en tout, dans des petits F5. Aujourd'hui, je sais que c'est petit en fait pour 9 personnes. À l'époque, c'était le Graal d'avoir un F5, surtout quand on avait déménagé d'un étage à l'autre. Et puis mon père a acheté une maison quand j'étais au lycée. C'était un projet qu'il avait vraiment plus tôt. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que ça dit aussi le mythe du retour. Quand on habitait justement l'appartement qui était plus petit, je pense que mon petit frère Hamza venait de naître en 86. Et mon père est arrivé un matin. Il n'est pas arrivé. Un matin, il sortait en même temps que nous, qui allions à l'école, avec un dossier pour acheter, pour signer un contrat pour construire un pavillon dans la banlieue de Troyes. Et ma mère lui a répondu « Non, mais on va rentrer, en fait. On va rentrer au pays. » Et moi, j'étais terrifiée par l'idée de rentrer au pays. Ça voulait dire quoi, rentrer au pays? Et je me rappelle en avoir pleuré dans la cour de l'école, donc j'étais encore en primaire, et d'avoir senti une forme d'insécurité territoriale, en fait, géographique. C'est quoi retourner, en fait, au pays? Pour ma mère, ça a du sens. Pour moi, ça n'en avait pas, même si j'allais au Maroc pendant les vacances d'été. Et donc, mon père a laissé tomber le projet. Et plusieurs années plus tard, vraiment près de plus de 10 ans après, il a fini par acheter une maison dans une commune de la banlieue de Troyes, plutôt résidentielle. Et pourquoi je raconte ça? C'est que je crois que j'ai oublié d'où je venais. Je sais que je suis une fille d'origine populaire. Je sais que mon père est ouvrier, ça j'en ai conscience, j'ai conscience de la trajectoire, du déplacement biographique qui est le mien, de passer d'une origine populaire et ouvrière à celle d'être maîtresse de conférence à l'université. Et en fait, on m'a invitée, je crois que c'était le 19 mai, à un festival à Toulouse qui s'appelait Ras El Hanout. C'était un magnifique festival d'ailleurs. Et la nuit, j'ai dormi chez Myriam, une réalisatrice qui habite dans le quartier des Empalos à Toulouse, et c'est dans un bâtiment HLM, pas de 14 étages, mais quand même. Et quand je suis rentrée chez elle, ça m'a complètement saisie. J'avais l'impression de rentrer dans un lieu qui était hyper familier. Alors que c'est pas la même décoration, mais je rentrais dans un endroit qui m'était hyper familier dans mes souvenirs et ma mémoire. Et ça m'émeut parce que, en me rappelant que nous avons habité dans des HLM et que mon père nous a sortis des HLM parce qu'il y a eu, dans les années 80-90, l'entrée de la drogue dans les quartiers, et que mon père voulait surtout sauver ses fils parce que les filles, c'était pas les enfin, il pensait que c'était pas les destinataires de ce fléau. Et je me suis rendu compte que je n'avais, ou on n'avait jamais conscientisé dans ma famille, ni ma mère, ni mes sœurs, de l'effort que représentait pour un ouvrier qui faisait les 3-8, donc qui travaillait soit matin, soit l'après-midi, soit la nuit, d'investir dans une maison. Et en allant dormir cette nuit-là au festival, j'ai écrit à mon père. Je lui ai dit des choses qu'on ne se dit jamais. Je lui ai dit « Merci papa, merci d'avoir
d'avoir acheté une maison pour la famille, pour nous. Merci d'avoir construit une maison au Maroc pour nous. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces efforts que tu as fait pour nous. Je me rends compte qu'on t'a jamais remercié et reconnu ce que tu avais fait. Et j'espère pouvoir te faciliter tes vieux jours. Et j'ai vraiment eu le voyage intérieur, en fait, mémoriel presque, par l'endroit. Et je sais pas si ça vous arrive des fois de... Genre, on va pleurer. Je sais pas si ça vous arrive, mais par exemple, quand j'allais au bled, quand j'étais petite, ma grand-mère, Allah yarhamha, mais vraiment en termes d'héritage, Hanna, c'était même sans ses mots, juste son sourire, juste sa douceur. Et elle nous envoyait ramener le khobz, le farran, tu sais, dans le four, dans le quartier. Et donc, quand tu arrives dans le four de quartier, le four à bois, tu sens l'odeur du pain qui embaume complètement le quartier. Ça, c'est un souvenir qui est olfactif. Et un jour, je me suis retrouvée, pareil, à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, en France, où j'avais une amie qui avait décidé d'habiter là-bas et qui me montrait comment ils s'organisaient. Et là, elle m'emmène dans leur boulangerie et leur fromagerie. Et quand j'entre dans la boulangerie, et il n'y avait pas de pain qui était en train de se faire et tout ça, hein, c'était juste l'odeur qui restait du matin, j'étais transportée, genre j'avais 8 ans, dans les rues de Berkane, du quartier de ma grand-mère, avec l'odeur, mais vraiment tous les souvenirs sont revenus. Et ça m'a fait la même chose, vraiment des voyages qui sont faits par l'odeur ou par les lieux, pas par les mots, mais vraiment des choses qui te rappellent des moments très précis qui ont marqué ton enfance. Et je reprends sur mon papa et ce message que je lui ai envoyé. Moi, je suis maman aujourd'hui de 3 enfants. Ça n'a pas toujours été facile, la vie de femme, avec les origines que j'avais, avec les choix que j'ai faits dans ma vie. Et à chaque fois que je réussis quelque chose, mes enfants sont ultra reconnaissants. Genre, ils me disent « merci, maman ». Ils le disent. « Merci d'avoir fait ça, merci ». Et moi, je me rends compte que je n'ai pas fait ça à mon père. Et je l'ai appelé le lendemain parce que je me suis dit, ouais, c'est trop facile, tu sais écrire. Tu lui envoies un message, il se dit, qu'est-ce qui lui arrive à ma fille ? Elle écrit des choses qu'elle ne dit pas d'habitude. Oui, je lui ai dit, je t'aime, papa. Je ne dis pas, je t'aime, papa, genre. Tu sais, je lui dis, prends soin de toi. Je lui dis... et donc, je l'appelle et je lui dis pourquoi je lui ai écrit ça. Il était tellement ému. Il était tellement ému qu'il m'a parlé en français. D'habitude, il me parle en marocain. Il m'a vouvoyé. C'est comme si j'étais une administration. Et il a raccroché. Et j'ai dit, ok, j'y suis allée un peu fort, mais juste sache que merci, papa. Je sais ce que tu as fait. Merci. Et il a dit, mais c'est normal, vous êtes mes enfants. Et excuse-moi, je me rappelle plus de la question initiale, mais voilà, c'était important pour moi de rappeler ça aussi parce que il y a notre histoire, celle qu'on raconte, et puis il y a aussi le chemin qu'on a parcouru depuis. Et moi, ma mère, par exemple, c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire parce que elle me raconte des scènes très précises. Elle me raconte que quand elle est arrivée en France, toute jeune. Et qu'elle allait se promener dans le quartier, dans le centre commercial avec les autres femmes immigrées de la même région qu'elle au Maroc. Un jour, elle s'est fait contrôler par la police et que ça l'a complètement dégoûtée de sortir. Et je pense que après, si elle s'est limitée dans ses déplacements en ville et ailleurs, d'ailleurs, elle ne se déplace jamais toute seule, il faut qu'on soit avec elle ou que mon père l'accompagne. C'est lié à ce traumatisme d'avoir été contrôlée par la police alors qu'elle vient du Maroc, elle vient d'un quartier où les gens se connaissent, où la police ne fait pas ça. Et là, elle s'est sentie étrangère, elle s'est sentie malvenue. Ce qui fait que tant qu'on habitait dans les bars HLM, il y avait une forte solidarité
locale entre les femmes qui se réunissaient une fois chez maman, une fois chez une autre. Donc il y avait ça. Et puis une fois qu'on a déménagé, quand j'avais 16 ans, dans la maison, ça a eu du mal à résister en fait au déplacement qu'on avait opéré. Mais voilà, ma mère, elle a un jardin aujourd'hui, elle nourrit des pigeons le matin, elle est contente. Enfin voilà, elle a sa petite routine et elle est contente, même si je trouve qu'il y a quelque chose qui est difficile dans la migration de nos parents et qu'on ne dit pas assez. C'est le fait que la famille nucléaire, comme on la connaît aujourd'hui en France, c'est-à-dire un papa, une maman et les enfants dans une maison, ça n'existait pas en fait dans nos traditions familiales et locales. Parce que mon père, tout comme ses frères, quand ils se mariaient, ils habitaient avec leurs parents. Et chacun avait une pièce. Et les enfants étaient éduqués par toute la famille. Et les femmes cuisinaient ensemble. Et les hommes se retrouvaient ensemble. Et le soir, il y avait quelque chose de collectif dans la vie quotidienne qui allégeait la vie quotidienne. Ça a été d'abord un premier choc dans la migration. Le deuxième choc, c'est également la rupture avec la terre. Je disais, on est d'origine rurale, mais aussi, tu parlais du soleil, c'est pareil. Le soleil et la terre, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport à la terre, il y avait un rapport également à ce qu'on mange et au déplacement, en fait. On sort, on a un jardin où il y a de l'espace, en tout cas. Et là, ils étaient enfermés dans des bâtiments où, quand tu ouvres la fenêtre, tu as un vis-à-vis sur un autre bâtiment. Et je pense qu'il y a eu différents chocs qui ont fait que ils ont été les premiers à se débrouiller avec cette nouvelle configuration. Et que nous, aujourd'hui, en tout cas, je parle pour moi, en tant que mère, j'ai pris de ces expériences-là pour pouvoir améliorer ou en tout cas changer certaines choses en me disant, je ne sais pas les mêmes conditions, je sais d'où je viens, je sais ce qu'ils pouvaient faire aussi et ce qu'ils ne pouvaient pas faire, mais surtout de conscientiser également cette double ou triple violence de la migration ou de l'exil même, qui les a complètement paumés, où ils ont dû bricoler avec cette nouvelle donne, en plus d'une société dont ils ne connaissent pas les règles. Et nous, on peut que mieux faire, parce qu'on connaît les règles, on est né ici, on a grandi déjà dans des espaces clos, et on est ancré, en fait, on a été socialisé dans ce pays. Déjà, merci pour tout ce que tu as partagé. J'ai eu la chair de poule tout le long. Et waouh, de l'avoir dit à ton papa, on sait que c'est pas rien, que c'est pas facile. Surtout dans nos cultures où on dit pas. Toi, tu dis je t'aime à ton père? Je lui ai déjà dit, ouais. Mais c'est pas un truc courant. Mais j'ai eu. Prends soin de toi. J'ai eu. Et encore, même ça. T'as la frasque. Non, ça je dis pas, non. Qu'est-ce que je lui dis? Non, par contre, j'agis un peu. Donc moi, je suis un peu le troisième parent. Donc en fait, j'ai une relation particulière avec mes parents. Et en plus, comme toi et moi, on vient pas de la même génération. Moi, je parle pas à mes parents comme si c'était vraiment mes parents. En fait, je leur parle comme si c'était mes amis. Et du coup, parfois, c'est moi le parent. Et du coup, je lui dis, mais papa, tu peux pas faire ça. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois te privilégier. Donc, c'est ma façon de dire les choses. Et lui a aussi en fait, c'est ça. C'est qu'en tant que parent avec ce background d'immigration, on se dit pas les choses, on va les montrer. Et pour mes parents, et surtout pour mon père, ça a été beaucoup à travers le matériel. Parce que mon père, il n'avait pas quand il était petit. Et du coup, nous, il n'a jamais rien voulu nous refuser. Et donc, plutôt que de nous dire les choses, il va jamais nous dire les choses, il nous achetait du matériel. Moi, j'ai fait 10 ans de natation quand j'étais petite, je faisais des compétitions, etc. Il m'achetait les meilleurs maillots de compétition, donc ça coûtait des centaines d'euros. Hein, donc aujourd'hui, 100 balles, c'est rien du tout. À l'époque, c'était énorme. Il m'achetait le meilleur matériel. J'avais tout. J'avais des palmes, pince-nez, des bouchons pour les oreilles.
des lunettes qui permettaient de bien voir sous l'eau. Enfin, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Et ma mère, ça va plus être dans le soin, donc faire en sorte qu'il y ait 3000 places sur la table, parce que évidemment, bon, pas moi, mais les autres, ceux qui sont nés après les années 2000, ils ne mangent pas la même chose que tout le monde, et donc il faut que chacun ait ce qu'il veut sur la table. Donc évidemment, ta mère, elle va passer des heures en cuisine pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait quelque chose dans le ventre, et elle va faire en sorte de rentrer avant que les enfants rentrent de l'école pour qu'ils puissent manger avant d'aller à leurs activités, etc. Donc voilà. Et par contre, il y a une chose que je voulais partager, parce qu'il y a eu un écho dans ce que tu disais, Hanan. En fait, ma mère, en venant en Belgique, en fait, son départ du Maroc a créé une très grande blessure de l'abandon qu'elle m'a transmise. Et du coup, quand j'étais petite et qu'on allait au Maroc, on n'y allait pas chaque année parce que c'est cher. C'était cher, ça l'est toujours. Mais on essayait d'aller une fois sur deux, et il y a des périodes où on n'allait pas. Quand on devait revenir en Belgique, je faisais des crises de larmes incontrôlables, parce que je ne supportais pas de devoir quitter le Maroc. Et personne ne comprenait. Et en fait, la vie des gens de l'immigration qui ont l'opportunité de retourner dans leur pays d'origine, parce que nous, on a un peu des frontaliers, quoi. On est en Méditerranée, mais il y a des gens qui sont originaires du Vietnam, etc. Ils n'ont pas nécessairement cette opportunité, surtout quand on est originaire de pays qui sont toujours actuellement en guerre ou dans des conflits qui font que les zones sont trop dangereuses pour s'y rendre. Ça signifie qu'en fait, tu dois continuellement dire au revoir aux gens. Et aujourd'hui, je supporte pas de devoir dire au revoir à quelqu'un. Vraiment, je supporte pas. Ça provoque une réaction physique chez moi. Et donc voilà, il y a cette très grande tristesse. J'ai des photos de ma mère dans le bateau du retour. Et elle a exactement le même regard et la même expression faciale que moi quand je suis triste, en fait. C'est vraiment un regard dans le vide avec un sentiment de dévastation. C'est très dramatique, mais c'est vraiment ce qui est ressenti. Et puis tout à l'heure, je voulais apporter une précision par rapport au racisme expérimenté par mon père qui est né ici. Pendant plusieurs années, il y a eu le phénomène des skinheads. Alors, je ne saurais pas situer exactement en quelle année c'était, et je préfère pas dire d'erreur, donc on vérifiera a posteriori. Mais quand ils marchaient donc, dans l'espace public, ils étaient parfois poursuivis, en étant très jeunes, en ayant une dizaine d'années, par des... donc c'est ça, en fait. Je pense que mon père est né en 69, donc... s'il avait une dizaine d'années, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc dans les années 80, il s'était poursuivi par des groupes de jeunes blancs racistes. Et quand on sait en plus que pendant des années, c'est l'extrême droite qui a été au pouvoir dans la commune, à Schaerbeek, ça laissait la porte ouverte à beaucoup d'agressions. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on n'allait pas porter plainte. Ils réglaient leurs problèmes d'une autre façon, donc avec les mains. Et il y a des gens qui ont disparu comme ça dans le quartier, et où il n'y a jamais personne qui sait vraiment comment ils sont morts, mais où le soupçon, c'est qu'en fait, ils ont été tués par des racistes, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'il te dit, ton père, quand il te raconte ça? Comment est-ce que lui a vécu cette période? Mais en fait, avant, il prenait pas autant les transports en commun qu'on le fait aujourd'hui. Il marchait beaucoup. Et je pense que ça a créé des angoisses. Mon papa, c'est quelqu'un de très méfiant. Et donc, ils nous ont légué, en fait, le fait de devoir faire attention tout le temps. À qui, à quoi, je ne sais pas, mais c'est tout le temps. Randek, attention, il ne faut pas faire confiance. Et du coup, ça a engendré chez nous une sorte de paranoïa. Mais c'est juste un dommage collatéral, finalement, de cet environnement ambivalent, où en même temps... c'était beaucoup moins individualiste qu'aujourd'hui. On allait chez nos voisins, enfin les portes étaient ouvertes, on allait sans prévenir après l'école, etc. En même temps, quand ils se disputaient, c'était retourne dans ton pays. Et à côté de ça, en parallèle, dans l'espace public, il y avait des groupuscules de skinheads qui pouvaient te poursuivre. Il m'a raconté qu'un jour, je pense qu'il était avec un grand de son quartier. Je crois qu'ils étaient que deux.
Et ils ont été poursuivis par un groupe de skinheads. Et donc, ils ont dû se cacher dans un buisson, dans un parc. Le temps qu'ils partent. Et il m'a dit ce jour-là, il avait eu très très peur. Il m'a dit j'ai eu peur, vraiment. C'est un sentiment qui s'est vraiment emparé de lui à ce moment-là. Il était enfant. Et du coup, ils ont dû attendre que ce groupe s'en aille avant de pouvoir sortir de ce buisson-là. Et du coup, comme je l'ai dit, ils réglaient leurs problèmes autrement. Donc, à un moment donné, il y a un des skinheads qui s'est perdu de son groupe. Et du coup, je pense qu'il a passé un sale quart d'heure. mais voilà, ça a créé quand même des comportements qui nous ont été légués comme des blessures, quoi, comme des micro-traumatismes dont on essaye de se délester aujourd'hui parce que c'est pas toujours évident de toujours te demander si quelqu'un te veut du mal. et sinon, ce que je perçois chez mon père aussi, qu'il a très fort marqué, c'est le fait de manquer. Et ça, mes 2 parents m'ont transmis une peur vraiment irrationnelle de manquer. Manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer de quelque chose. Donc mon papa, on nous vend l'écologie comme c'était une invention de blancs, alors que nos parents, ils ont vécu dans l'économie circulaire et dans l'upcycling, dans le recyclage, la récupération, tous ces mots très tendance aujourd'hui sur lesquels on a même mis une couleur politique. Ça faisait partie de leur quotidien. Aujourd'hui, mon père, il récupère tout, il récupère plein de choses. Et moi, je trouve ça fascinant. À un moment donné, j'avais un problème, j'avais pas le bon siphon. Et il a pris un vieux siphon qu'il a transformé dans le bon modèle. Et moi, je le regardais et j'ai même pris des photos. Donc, ces dernières années, surtout avec ma formation de journaliste, je me suis prise à faire des photos de tout, en fait. Tout ce que mes parents font, surtout mon père, parce que je veux vraiment documenter sa contribution pour ce pays. Parce qu'en fait, on veut nous faire croire que nous sommes des personnes assistées depuis toujours, en fait, depuis le début de l'immigration, et que c'est plus bénéfique pour nous d'être ici que l'inverse. Alors que moi, mon père, il travaille dans une entreprise qui répare des véhicules utilitaires de l'armée, qui répare des bus de Lane, des bus de la STIB, des camions de poubelle de Bruxelles Propreté. Donc aujourd'hui, quand moi je prends les transports en commun, je suis fière parce que je me dis que déjà, à l'époque, la communauté marocaine a contribué à la construction du métro bruxellois. Donc moi, quand je suis assise dans ce métro, je suis très fière et je regarde les gens et je me dis, si tous ces gens ont l'opportunité de se déplacer rapidement aujourd'hui pour aller travailler, c'est grâce à ces gens, à nos ancêtres qui ont participé à ce projet sociétal qui se poursuit aujourd'hui avec nos parents qui contribuent toujours. Et si ces métros roulent, c'est en partie parce que mon père les répare. Si les rues sont propres, c'est parce qu'il y a des gens d'origine étrangère qui les nettoient et des gens d'origine étrangère qui réparent ces camions. et donc il a une réelle conscience de ce que son travail représente. Et l'année dernière, ils ont eu l'arrivée d'un camion, donc c'est une entreprise allemande dans laquelle mon père travaille, et il y a eu l'arrivée d'un camion de l'étranger qui avait une technologie particulière qui fonctionnait quasi qu'à l'électricité, et c'était quelque chose d'assez révolutionnaire en termes d'innovation. Et il me racontait, il m'a dit oui, voilà, ils nous ont dit qu'un camion allait arriver tel jour, et il n'y a personne qui a voulu le réceptionner. Et moi, je ne comprends pas pourquoi mes collègues ne veulent pas, ils sont fous, c'est quand même un moment historique. Et là, je lui ai dit, papa, je vais venir avec toi. Je lui ai dit, tu viens me chercher, après le travail, tu viens me récupérer, et je vais aller avec toi. Et donc j'ai été et j'ai pris des photos tout le long. J'ai pris des photos de mon père, tout ce qu'il faisait, je prenais des photos. Je faisais des vidéos, etc. Et on a aussi pris des photos ensemble quand le camion, un énorme camion, est arrivé. J'ai même demandé aux gens qui conduisaient ce camion pour qu'ils prennent des photos de moi et mon père. Et en fait, ils allaient à la Commission européenne, justement, pour défendre le projet. Et donc, oui, il a une réelle conscience de ce qui l'entoure et bien qu'il soit extrêmement doué avec ses mains. Moi, j'ai une très grande admiration pour les gens qui savent réaliser des travaux intellectuels et manuels. Moi, je suis incapable. Mon père ne m'a pas légué ça, malheureusement. Mais oui, je suis vraiment impressionnée par sa culture générale et par son analyse de la société, etc. Et mes parents m'ont transmis cette conscience très jeune, où
je savais que le racisme existait. Parce qu'en plus, je le vivais comme j'étais l'aînée, donc l'aînée d'une famille de 5 enfants, que j'étais souvent avec mes parents. J'ai vu le racisme, j'ai vu la haine et le rejet. Et par exemple, quand j'étais dans le bus et que je parlais ma langue d'origine avec ma mère, il y avait des vieilles dames blanches qui nous disaient ouais, on est en Belgique ici, il faut parler en français, et qui poursuivaient en disant qu'on volait le travail des Belges. Et puis ma mère qui... Moi, j'ai des parents qui se sont jamais écrasés. Et donc j'ai vu face à moi des gens qui étaient déterminés et qui se sont toujours défendus. Même s'ils n'avaient pas toujours les outils parce qu'ils étaient moins privilégiés. Et donc, je les voyais aussi répondre. Et je crois que ça a nourri justement le fait que les injustices me soient insupportables et que je vais lutter contre le racisme de façon très radicale et vraiment y être très sensible et très attentive. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, Nos Héritages, nos.héritage au pluriel. Et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour la 2e partie de l'épisode. À bientôt!